Salam alaikum, Azul Villaoun, bonjour. Un vieil ami à moi, Rabbi Rahmou, el Hashmi Boulef, de Sidi Bel Abbas, qui avait passé sa prime jeunesse sous la colonisation, m'avait raconté un jour que dans le port d'Oran, dans les années 40, il y avait un bélier, Kebsh, qui était très populaire, un véritable ami des dockers. Ce bélier avait une mission à remplir. Quand des troupeaux de moutons arrivaient des steppes pour être exportés vers la France et ailleurs, il refusait naturellement d'emprunter la passerelle qui les menait au cale du navire. Alors, on appelait le bélier et il prenait la tête du troupeau. Et comme tout le monde sait que les moutons suivent toujours le bélier de tête, sans savoir où il les conduit, comme les moutons de Panurge, le dit bélier les menait donc droit au cale, puis leur brûlait la politesse, il brûlait la politesse à ses congénères et remontait sur les quais. Cette histoire m'avait fait rire en son temps, parce que vous imaginez bien pourquoi le Hashmi Rabbi Rahmou me l'avait raconté. C'était pour me dire que nous étions tous devenus comme les moutons qui suivaient le bélier du port d'Oran. Mais aujourd'hui, quand je m'en rappelle, je me rends compte surtout qu'on exportait des moutons. Vous me direz qu'on en exporte toujours, mais frauduleusement, par les chemins détournés vers les pays voisins, en payant une dîme aux gendarmes gardes-frontières censés empêcher ces saignées. Mais le problème est que l'Algérie d'avant 62, les spécialistes qui sont avec nous aujourd'hui vous le confirmeront peut-être, produisait plus qu'aujourd'hui et exportait des produits agricoles de toute nature, du blé, des fruits, des légumes, des ovins, du vin, des dattes, de l'helva et tant d'autres produits, dont la réputation de bonne qualité était largement méritée par ailleurs. Aujourd'hui, de l'avis de tous les experts en la matière et même des agriculteurs eux-mêmes, la situation est catastrophique. Nous allons consacrer à ce secteur vital qu'est l'agriculture une série d'émissions. Nous essayerons d'y inviter des gens qui le connaissent bien. Aujourd'hui, pour commencer, nous accueillerons deux spécialistes. Ben Youssef Badreddine, docteur en économie rurale et spécialiste du développement agricole. Il a été membre fondateur de l'Institut agronomique de Batna et président du conseil scientifique du même institut. Il participe actuellement à accompagner de nombreux doctorants à travers le monde dans leurs recherches. Il est également spécialiste dans le domaine des céréales. Sofiane Benajilak, qui est un habitué de nos émissions, ingénieur agronome à droite et néanmoins militant pour les droits de l'homme. Badreddine Ben Youssef, merci d'être notre invité d'aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir invité, c'est Béchenouf. Je sais moi qui suis honoré par cette invitation et j'essaierai de répondre en toute humilité sur les questions que vous voudrez bien me poser. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire une brève présentation de l'agriculture algérienne depuis l'indépendance à aujourd'hui? C'est une question très vague, c'est Béchenouf, mais votre introduction, elle est ludique, mais elle est juste un peu caricaturale, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 62, en Algérie, on n'était que 9 millions ou 10 millions de ce qu'on appelait à l'époque indigènes. Vous comprenez? Oui. Et donc, la production agricole suffisait un peu. Il ne faut pas oublier qu'en 2014, on parle maintenant de 40 millions d'habitants. C'est-à-dire que la population algérienne a été multipliée par 4 en 40 ans. Pour vous donner un exemple, si la France avait suivi la même croissance démographique, on compterait aujourd'hui 180 millions de Français. Alors, c'est pour ça que la comparaison, pour comparer, il faut comparer les choses comparables. Et pour vous dire que l'agriculture de 62 à 2014 a été essoufflée par cette croissance démographique. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a le fait que l'Algérien se distingue par être le plus grand mangeur de céréales au monde. Chaque Algérien consomme 2 quintaux de céréales par an.
si vous incorporez les baguettes, les galettes, le macaron, etc., ça fera 200 kilos. Et nous manifestons aussi par un fait que la surface agricole utile en Algérie n'est pas élastique, que la distance qui sépare Marnia de Annaba n'a pas changé de 62 à 2014. Et si vous rajoutez tous ces éléments mis l'un à un, vous comprenez que l'Algérie a toujours été intégrée dans une course qu'elle ne peut pas remporter. Mais il y a aussi d'autres. C'est-à-dire, Ben Youssef Badreddine, c'est-à-dire que le politique on n'a rien à lui reprocher, que c'est normal, la population a quadruplé, les besoins aussi, c'est pas la faute du politique, le politique a tout fait pour qu'il y ait une bonne agriculture, ça n'a pas été le cas, c'est donc de notre faute. Non, je dis pas ça. Le politique, il faut vous dire, monsieur Benchenouf, qu'en 62, il y avait 5 agronomes algériens. Il y avait 5 agronomes algériens dans tout le territoire qui ont été vite happés pour prendre les hautes responsabilités de l'agriculture. Mais depuis 62, les politiques agricoles ont été importées. La première politique qui a été importée, ça a été l'autogestion. C'est-à-dire que l'État a récupéré les terres des anciens colons et ce sont les ouvriers qui étaient incorporés, qui travaillaient chez le colon, qui ont tout simplement repris ces terres-là, sans bien sûr les compétences pour les diriger. Vous comprenez bien que c'est le colon qui commandait, c'était le colon qui faisait les plans de culture et tout, et l'indigène algérien, c'était la sueur et l'huile de coude. On est bien d'accord. Restez avec nous, Ben Youssef. Sofiane Ben Agila. Bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Alors, merci à vous. Oui. Ben Youssef Badreddine parlait d'autogestion, entre autres modèles importés. Mais donc, depuis l'autogestion, le domaine socialiste jusqu'au FNRDA, quelle a été la logique de développement politique de l'agriculture? Je m'excuse. Moi, je voudrais mettre d'abord, il faut qu'on s'entende sur quelques points. Le premier, c'est que je crois que si vous vous interpellez des agronomes, c'est parce que il y a un problème de sécurité alimentaire qui se pose. Absolument. Bon, et actuellement, le pays n'est plus dans une dynamique de développement où on est dans une logique de sauvetage. Il faut comment faire pour sauver le pays. Bon, et la question, est-ce qu'on va on va réussir à faire une transition et avant la date du zéro exportation. Bon, il y a ça d'une part. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'agriculture, c'est travailler avec la nature. Et je dis avec toutes les composantes du milieu, c'est-à-dire humaine et biotique, c'est-à-dire la nature. Donc, là, il s'en découle un tas de projets qu'on a vus, bidons et tout, ils n'en ont pas tenu compte. Et donc, il y a là-dedans la réponse aux besoins des populations locales. D'accord ? Oui. C'est pas la peine qu'on aille leur planter de la pomme s'ils ont l'habitude de manger du blé, etc. Oui. Ou s'ils ont besoin de manger du blé. Oui. Alors, il y a autre chose, c'est qu'est-ce qu'on a hérité comme agriculture, disons en 62. C'est vrai qu'on était 11 millions, 9 millions, etc. En 62, on était 11 millions pratiquement. Mais l'explosion démographique, c'est vrai qu'il y a une explosion démographique un peu plus importante que dans les autres pays du Maghreb. Oui. Et on était pratiquement au même stade. Nous, sur le plan agricole, on était même plus développés. Mais les pays du Maghreb ont réussi à assurer leur sécurité alimentaire. Je parle de la Tunisie et le Maroc. Oui. Comme la Tunisie, elle n'importe pas 1 litre de lait, par exemple. Et ils exportent. Ils exportent leurs produits et les deux pays exportent leurs produits agricoles. Alors, je vous l'avais dit une fois, c'est que, par exemple, l'Algérie était jusqu'à la fin des années 60, était le premier producteur, exportateur Oui. des produits de la terre de l'Algérie sud-méditerranéenne.
Alors, ce seuil, il a été atteint par le Maroc en 2000, pour vous dire la puissance agricole qu'il y avait. Ça, c'est l'héritage colonial. On est toujours dedans. Oui. Donc c'était une agriculture de rente. Elle n'était pas totalement destinée à l'alimentation de la population. On exportait 17 millions de vin, c'était pas destiné à la population, etc. Les oranges, les mandarines et tout. Bon. En 1930, au centenaire de la colonisation, des questions ont commencé à se poser. À savoir que, par exemple, tout le secteur de la vigne qui a été développé en Algérie, il a été développé suite à la chute de la vigne en Europe, enfin en France, à cause de la fameuse maladie de phylloxéra, qui a fait le développement de la vigne. Au bout alors ça a eu lieu en 1870, etc. Ça a tourné comme ça. Entre cette date-là et 1930, le verger, le vignoble français s'était reconstitué, le lobby avait refusé, commencé à faire pression pour qu'on refuse le vin algérien. Oui. Donc, des questions ont commencé à se poser dès 1930. Il y a une politique hydro-agricole qui a été lancée, etc., etc. Donc, moi, je pense pas au départ, c'est vrai que il y a eu immédiatement après la 62, il y a eu l'autogestion. Ça, c'était pas importé, c'était improvisé, l'autogestion. Moi, j'ai travaillé dans des fermes coloniales dans la Mitidja où j'ai rencontré des ouvriers agricoles qui avaient travaillé avec le colon. Ils disaient que on a imité, on a fait comme ça. C'était l'importation. La première importation, elle a été catastrophique. Ça, c'est les domaines autogérés socialistes. Ça a été la première catastrophe. Et à partir de là, ça a commencé à dévier. Oui. Voilà. Oui. Restez avec nous, Soufiane Belagila. Ben Youssef Badreddin. J'ai bien entendu M. Bouajila, mais oui. c'est vrai que pour poser les jalons de l'avenir, il faut bien sûr s'appuyer sur le passé. Ça, c'est vrai, je suis d'accord avec lui. Mais c'est pas la peine de remonter au 19e siècle pour expliquer la chute c'est pas la ce chute. n'est pas ce qu'il a fait. Non, ne vous focalisez pas. Ne vous focalisez pas sur ça, c'est pas ce qu'il a dit. À comparer entre 10 millions et 41 millions d'habitants suffit à expliquer en partie la difficulté endémique de l'agriculture algérienne à répondre aux besoins de la population locale. Ça, c'est sûr, c'est certain. Mais il y a eu plusieurs erreurs qui ont été faites durant les 4 décennies, dont la plus importante pour moi, c'est l'introduction de l'aviculture. Dans les années 80, quand le gouvernement algérien a décidé d'introduire l'aviculture, on a été une école dans l'Est algérien à dire c'est une hérésie de faire rentrer de l'aviculture intensive en Algérie parce que c'est du mimétisme. Parce que M. Benchonouf, il faut bien savoir que l'aviculture se résume en 2 chiffres. Vous avez un poussin de 50 grammes, vous lui donnez 5 à 6 kilos de céréales et vous en faites un poulet de 2 kilos. Si vous faites rentrer cette aviculture, elle rentre en concurrence avec la consommation humaine. C'est ça vous allez me dire oui, les Algériens ont le droit de manger du poulet. On n'a pas besoin de manger du poulet. Vous voyez bien le désastre sanitaire qui est provoqué aux États-Unis, dans les pays développés où on mange beaucoup de viande, beaucoup de protéines, et on termine avec des maladies cardiovasculaires à 40 ans. On aurait pu prendre un autre choix pour la source protéinique algérienne. Il y avait par exemple, nous avions devant nous une steppe qui fait 25 millions d'hectares et on aurait pu développer très très bien l'élevage ovin. C'est pour ça que je vous dis ça. Ça c'est un des points, mais je pense que c'est un point très important de notre discours. Vous comprenez, M. Ben Youssef Badreddin, vous qui êtes spécialiste en matière de céréales, si vous nous parliez un peu de ce volet de l'agriculture algérienne. Moi je suis, figurez-vous, M. Jamal Benchonouf, je suis effondré de l'évolution du domaine des céréales. Pour ma part, j'ai passé une thèse en 75 et nous avons suivi un exemple australien, M. Benchonouf, qui, justement, les Australiens étaient venus en Algérie dans les années 1920
et ils ont récolté sur les bas-routes, les bas-côtés des routes algériennes, une plante qu'on appelle la luzerne. Balarabiya safsfa. Tout le monde connaît ça. C'est le steak pour les animaux. C'est la source protéinique par excellence. Et j'ai fait des essais, personnellement, j'ai fait des essais dans une station expérimentale à El Khroub. Et on a prouvé qu'on pouvait intégrer la luzerne à côté de la jachère. Savez-vous, Monsieur Béchenouf, que la surface emblavée en Algérie, réservée aux céréales, est de 7 millions d'hectares. Et on pratique, on emblave chaque année que 3 millions et demi. Le reste, on la laisse en jachère. Balarabi el-Miyali. On la laisse à la nature. Or, on peut faire un assolement entre céréales, élevage, et ça correspondrait très très bien, et on aurait pu multiplier le troupeau ovin par 5 ou 10. Ça veut dire, Monsieur Benius, ça veut dire, juste pour expliquer à nos téléspectateurs, ça veut dire que vous êtes en train de nous dire, comme la terre doit se reposer généralement, il y a un temps pour la culture et un temps pour la jachère. Jachère, ça veut dire on n'y fait rien pousser. Mais vous, ce que vous proposez... C'est une procédure ancestrale. Oui, on n'est pas obligé de la laisser. Oui, mais pardon, Benius Badreddine. Excusez-moi, Monsieur Benius Badreddine, excusez-moi. Je voulais juste expliquer à nos téléspectateurs. Je n'ai pas dit que vous n'avez pas raison, je voulais expliquer que la jachère consiste donc à laisser la terre se reposer. Mais vous proposez, vous dites qu'au lieu de la laisser se reposer, il vaut mieux y planter de la luzerne qui peut servir d'aliment du bétail et donc multiplier l'élevage ovin. Je voulais expliquer cela. Je vous en prie. Au niveau agronomique, les choses, l'assolement est tellement compatible parce que l'azote laisse des racines avec des nodosités dans le sol qui sont des pièges à azote qui est conservé dans le sol pour le fournir à la céréale qui vient après. Oui. C'est démontré ça. Oui, Tous les agronomes le savent ça. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas voulu et faire au moins en grandeur nature cette exploitation-là. D'accord. Restez avec nous. Monsieur Soufiane Benagila. Pour passer du blé, de céréales, de ce que vient de nous dire Benius Badreddine à celui des fruits et légumes. On dit qu'il y a une vraie crise agricole dans notre pays. Or, il y a des fruits et légumes sur le marché. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'ils sont produits totalement en Algérie? Est-ce que leur production est totalement intégrée ou non? Et quel est leur véritable prix de revient? Ben ça, c'est la bonne question. C'est un truc, ça revient à se demander des questions sur la productivité et la rentabilité. Et pour vous dire un exemple qui est flagrant, à un moment donné, les frontières avec le Maroc étaient ouvertes. Et vous imaginez, on s'est permis de ramener des camions de paille du Maroc et vendus en Algérie, et les types s'en sortaient, sachant qu'un 20 tonnes, il prend au max 1000 bottes. Et le type, il s'en sortait. C'est pour vous dire, le coût de revient à la paille, c'est pratiquement ce qui coûte le moins cher. Pour dépenser autant de transport pour amener quelque chose d'aussi peu cher, ça donne un décalage. Bon. Je sais que j'ai été ouvrier agricole en Europe dans les années 80. Je sais qu'un ouvrier agricole entre l'Algérie et par exemple la France, ça c'est pas des gens qui m'ont raconté, hein, c'est du vécu. Par exemple en 6 heures, en France, il peut récolter 1 tonne 200 de tomates. En Algérie, la journée de l'ouvrier, c'est 7 heures à peu près, l'ouvrier agricole, 7-8 heures maximum, et il récoltera 120 kilos, 10 fois moins. Eh ben, vous m'en direz tant. Bon, il y a un tas de paramètres qui rentrent là-dedans, hein. Il n'y a pas que l'ouvrier, je parle pas de l'ouvrier en lui-même, d'accord? Je parle de la productivité. En même temps sur le sol, etc. Si vous savez que, bon, on a augmenté nos terres agricoles, ok, mais le rendement moyen, je faisais une comparaison la dernière fois, entre du blé
semé en 1870, j'ai des statistiques, j'ai des chiffres, et maintenant il n'y a pratiquement pas de différence au rendement à l'hectare. Il n'y a pratiquement pas de différence. C'est vrai qu'on emblave, c'est-à-dire on cultive la moitié de la surface destinée aux grandes cultures, c'est tout compris, c'est pas que les céréales, c'est bon. Mais on n'a pas les capacités de multiplier cette production par deux. C'est pas vrai, on peut pas enlever la jachère dans l'état actuel, ni sur le plan humain, ni sur le plan parc mécanique, ni rien du tout. On ne peut pas le faire. On ne peut pas l'encadrer. Ça veut dire une question de moyens. Déjà, je m'excuse. Oui. Déjà comme ça, avec la moitié de la surface cultivée, quand on a des super récoltes, on arrive difficilement à tout récolter, etc. Oui. J'ai suivi des moissonneuses-batteuses, il y a des études qui ont été faites à l'INA, l'Institut National Agronomique, et moi-même j'ai suivi des moissonneuses-batteuses. Je ne sais pas si vous avez cette image, quand vous traversez des zones où on fait des céréales en Algérie, et en automne, après les premières pluies, ils n'ont pas encore semé. Et vous allez voir des bandes d'orge ou de blé ou de n'importe quelle céréale pousser. C'est en fait quoi? C'est de l'orge qui est tombé des moissonneuses batteuses. Oui, c'est de la graine qui est tombée des moissonneuses batteuses. Oui. Bon, il y a eu des calculs qui ont été faits. Moi, j'ai suivi des moissonneuses batteuses. Vous imaginez qu'au jour d'aujourd'hui, on fait pratiquement, il nous arrive de faire de 40% de pertes après une moissonneuse batteuse. Ce qu'on vous voyez pousser, c'est des graines du reste l'an dernier. Oui, attendez, Soufiane Benjila, je crois que, bon, si j'ai bien compris, Ben Youssef Badreddine, il ne parlait pas de multiplier les surfaces emblavées, mais il disait qu'au lieu de laisser en jachère, il valait mieux y planter de la luzerne pour servir d'aliment du bétail. Allô Ben Agila, c'est la question que je posais à Ben Agila. Millions. Mais oui. C'est pas possible. Actuellement, l'Algérie, comme il n'y a pas eu, moi je suis tout à fait d'accord avec M. Badreddine sur ça. Mais l'Algérie, comme il n'y a jamais eu de politique agricole cohérente, donc on n'est pas prêt à faire face à une autosuffisance, c'est pas possible. Et pourquoi est-ce que vous pouvez nous dire par deux, il nous faudrait 2 ou 3 ans en céréales, un minimum, ça c'est. Et pourquoi Soufiane Ben Agila, pourquoi on ne peut pas? Est-ce que vous pouvez cerner le problème? Il y a le problème, premièrement, il faut suivre sur le plan matériel, c'est-à-dire tracteur, moissonneuse, batteuse, tout l'équipement qu'il faut, engrais et capital humain. Oui. Ça, il faut l'assurer. Et ça, on ne peut pas l'assurer. Restez avec nous, Soufiane Ben Agila. Restez avec nous. Ben Youssef Badreddine, vous avez entendu ce que nous dit Soufiane Ben Agila? Je l'ai entendu, en fait, il pose le diagnostic fidèle de l'agriculture algérienne, en fait. Il faut dire, si on l'entend, et il a tout à fait raison, on n'est pas capable, on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens humains et matériels nous avons des structures, nous avons notre terre, notre chère terre, qui est capable de répondre à nos besoins, mais nous n'avons pas la compétence humaine pour y faire face. Savez-vous, M. Benchenouf, que chaque année, l'Algérie paye une facture de 5 milliards de dollars en céréales? Savez-vous, M. Benchenouf, que les pays exportateurs de céréales font des photos aériennes de l'Algérie satellite pour savoir quels sont les rendements attendus en Algérie pour déterminer au mois de juillet quels sont les besoins réels de l'Algérie en céréales? Savez-vous, M. Benchenouf, que le prix des céréales est déterminé à Chicago et que l'Algérie est l'un des premiers acheteurs des céréales au monde? Et enfin, je termine par les chiffres. Savez-vous, M. Benchenouf, que ça fait 2 ans, un club a été créé par l'ancien ministre de l'Agriculture, le club des 50 quintaux. Ouh là là, quelle performance! C'est-à-dire qu'il y a 50 ou 60 Algériens répartis à travers le territoire national qui arrivent à faire 50 quintaux à l'hectare. Mais bon Dieu, venez à la plaine de la Bosse à Paris, les agriculteurs sont à 80, ils produisent entre 80 et 120 quintaux par hectare. Si l'agriculteur français produit 50 quintaux à l'hectare, il ne couvrirait même pas ses charges.
Donc, M. Bouajila a posé le bon diagnostic, disant que nous sommes incapables de faire face à d'engager une agriculture moderne. Et il a raison en fait. Il a raison en fait. C'est le bon diagnostic en fait. Restez avec nous, Ben Youssef Badreddine. Nous allons observer un court intermède, comme cela se fait habituellement dans cette émission, et nous allons revenir sur cette question cruciale. Pourquoi nous ne pouvons pas produire sur notre terre comme le feraient d'autres gens? A tout de suite. Bonjour, salam alaikum min jadid, Azul. Sofiane Ben Agila. Sofiane Ben Agila, est-ce que vous êtes avec nous? Monsieur Ben Agila? Oui, allô, oui, je suis avec vous. Alors, dites-moi, vous avez écouté ce que disait Ben Youssef Badreddine, il vous a donné raison. Il a dit effectivement, il a dit que vous avez fait le bon diagnostic, qu'effectivement, nous avons les potentialités, nous avons les capacités, mais que nous ne pouvons pas donc multiplier notre production céréalière notamment. Alors moi j'aimerais vous poser une question toute simple. Pourquoi nous ne pouvons pas? Qu'est-ce qui bloque? Expliquez-nous en des termes clairs quel est le problème. Monsieur Benchino, en fait, j'avais écrit un papier là-dessus, c'était le piège Algérie. Nous sommes fait prendre au piège. Dans un piège, c'est un piège qu'on a acheté en fait avec l'argent de la rente. On va acheter notre dépendance alimentaire. Le piège, c'est lequel? C'est qu'il n'y a jamais eu de politique agricole cohérente. On s'est mis à financer des projets type vache laitière à Gardaïa. Moi, j'ai vu des projets, la pompe est à 400 mètres. C'est-à-dire que la goutte d'eau, quand elle arrive à la surface du sol, elle coûte plus cher que le litre de lait. Vous me suivez? Allô? Oui, je vous écoute. Poursuivez. Donc, d'accord. Des projets qui n'ont ni queue ni tête. On a fait, ne serait-ce que cette histoire de barrage vert, une monoculture sur 1200 km. C'est complètement anti-écologique, sans vertu. Je me rappelle, je traitais avec des ingénieurs dans un bureau d'études santé, et ils avaient une expérience d'Algérie, mais ils m'ont dit on n'a jamais vu un pays lancer des projets à échelle réelle sans études. C'est ça. C'est avoir labouré la steppe comme ils l'ont fait, les soi-disant des dépensements et tout. L'Algérie a souvent servi comme terrain d'expérience, etc., etc. Et on ne s'est jamais posé la question à savoir comment on va faire pour s'en sortir. C'est vrai que nous, l'Algérie n'est pas le grenier de l'Europe. C'est en fait, c'est une partie du Maghreb. C'est y compris la Syrie, qui était à un moment donné en blé dur. Il y a une politique agricole française, elle a consisté à faire une agriculture de rente, mais par rapport aux céréales, vous savez que le blé dur coûte beaucoup plus cher que le blé tendre. Nous, on s'évertue actuellement à produire du blé dur, du blé tendre, alors qu'on pourrait, jouant sur les avantages comparatifs, produire du blé dur et le vendre et acheter avec un hectare de blé dur, il coûte à 3 ou 4 hectares de blé tendre. Donc, il y a des solutions. Il n'y a aucune politique cohérente, il n'y a pas de politique du tout, les types qui réfléchissent pas à ça. Moi, j'ai vu l'éponge pour multiplier, soi-disant, le nombre, la prolificité des bêtes, des animaux. On a ramené des éponges, etc., mais on ne s'est jamais posé la question comment on allait nourrir ces bêtes
avant qu'elle soit mise en service, quoi. Restez avec nous, Soufiane Ben Agila. Je reviens à Ben Youssef Badreddine. Mais Ben Youssef Badreddine, avant de vous poser la question, je voulais signaler que nous allons donc, comme je l'ai dit au début, animer une série d'émissions sur l'agriculture où nous inviterons des experts, des gens du métier, du domaine et même des agriculteurs, mais que nous portons à la connaissance du ministère de l'Agriculture que s'ils le souhaitent, parce qu'on nous reproche souvent de ne pas inviter les représentants du régime algérien, que s'ils le souhaitent, le ministère de l'Agriculture, il peut nous contacter et nous demander d'inviter qui il voudra pour répondre aux questions de nos invités. Sinon, Ben Youssef Badreddine, vous-même, donc la question, vous avez confirmé le diagnostic de Youssef Ben Agila, avec même une pointe d'humour que j'ai senti dans votre ton. Si vous nous disiez, à votre tour, si vous essayez de cerner de façon claire le problème qui se pose, d'où vient ce problème en réalité? Monsieur Ben Youssef Ben Agila a expliqué un peu, mais si vous allez encore plus loin et nous expliquer dans le détail, et n'oubliez pas que nous, on n'y connaît rien en agriculture, qu'il faut essayer de nous expliquer. Monsieur Benchenouf, vous n'avez qu'à voir à travers le monde la situation des agriculteurs dans les pays qui sont développés. Dans l'avenir, les pays forts, ce ne sont pas les pays qui possèdent la bombe atomique. Les pays forts à l'avenir sont les pays qui détiennent l'arme verte, monsieur. Et si vous voyez, par exemple, au Brésil, dans le Mato Grosso, ou en France, dans la plaine de la Bosse, où les agriculteurs, l'agriculteur en lui-même est le notable du village. Vous comprenez? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est lui qui emploie 100 ou 150 ouvriers. C'est comme ça. Tant que l'agriculteur algérien est pauvre et ne décide pas, et il n'a pas pris sa destinée en main, et il ne peut pas avancer. Quand vous pensez que depuis maintenant 40 ans, la banque agricole est juste une caisse de résonance dans le monde rural. Je m'explique. Ils donnent des prêts, soit par... je rentre pas dans les critères d'obtention des prêts. Mais au bout de 5 ou 6 ans plus tard, il y a eu depuis 62 5 effacements des dettes de l'agriculteur. C'est une honte et l'agriculteur lui-même l'aperçoit comme une honte, cet effacement, monsieur Benchenouf. L'agriculteur doit être l'homme fort dans le paysage social d'un pays, monsieur. Alors donc, tant qu'il n'y a pas une prise en compte de... Savez-vous, monsieur Benchenouf, que pour dénigrer un Algérien, on l'appelle Hachak Rai, n'est-ce pas, si Jamal? Oui, en effet, malheureusement. Eh ben, allez voir les Rai d'Australie. Ouais. Ils rassemblent leurs moutons par hélicoptère, monsieur Benchenouf. Oui. Ce sont des gens qui sont riches. Alors tant qu'on n'a pas des agriculteurs comme ça qui peuvent, qui développent, qui sont reconnus dans la société et qui peuvent. Je vous donne un exemple simple. Entre par exemple les agriculteurs de Mato Grosso, les banquiers du Brésil font banquette devant le bureau du patron de l'agriculteur pour être la banque qui prête à cet agriculteur. En Algérie, c'est le contraire. En Algérie, pour avoir un prêt, pour avoir une petite exploitation à abattement, je peux en témoigner. Pour avoir un prêt, il faut connaître le cousin, de la cousine, de la nièce, du directeur de banque. Et il faut aller courir, il faut aller pour avoir son prêt, alors que normalement l'agriculteur ne devrait pas avoir ce souci dans sa tête. Normalement, ça devrait couler de source. Il y a 2 prêts, comme M. Bourgila je parle sous le contrôle de M. Bourgila. Il y a ce qu'on appelle le prêt de campagne, c'est-à-dire le prêt qui vous permet d'acheter les semences, les engrais, payer la mécanisation de votre champ. Et il y a le prêt à long terme, par exemple creuser un puits
on ne peut pas le payer en une année, on le paye en 5 ou 6 ans. Et le prêt à moyen terme, par exemple, acheter un tracteur qu'on paye en 3 ans. Mais ça, tout ça n'existe pas en Algérie. C'est-à-dire que les agriculteurs algériens sont blasés. Je parle pour avoir connu toutes les générations d'agriculteurs, hein, parce que maintenant, les nouveaux agriculteurs, c'est des petits pachas. Hein. Je vous parle pas je vous parle du secteur étatique, de ceux qui ont été intégrés dans les EAC ou dans les EAI, les exploitations agricoles communes et individuelles. Savez-vous ce qu'ils font maintenant? Puisqu'ils ont maintenant l'acte entre les mains, ils louent la terre, monsieur Benchenouf. On est revenu à l'ère du Khammassa, monsieur Benchenouf. Ouais. Ça veut dire qu'ils ne travaillent pas leur propre terre, ils ont l'acte, ils la louent à d'autres, et les autres se débrouillent pour la cultiver. Ils ne peuvent pas avoir accès aux prêts bancaires, par exemple. Oui, c'est-à-dire que lui, pour connaître des gens à l'échelon, hein, moi je vous parle du secteur de Bou Ismaïl, de Tipada et de Batna El Mader. Je connais des agriculteurs qui ont des actes de concession remis, signés par le ministre de l'Agriculture, donc ils ont droit au prêt et tout, et puis ils louent en sous-main la terre. Ça, c'est de l'autorité publique, monsieur Benchenouf. Ouais. Ce sont les rentiers d'un nouveau genre. On est revenu à l'ère d'avant la révolution agraire. Hein. C'est du trabendo agricole. Je vous explique la révolution agraire et comment elle a émergé dans la tête du défunt président Ouari Boumediene, et vous comprendrez. Si on a le temps, je peux vous l'expliquer. Ah ben, on pourra le faire la prochaine fois. Je vais passer à Sofiane Benagila. Sofiane Benagila, est-ce que vous pourriez nous parler de l'épineux problème du foncier agricole? Et il nous reste environ une dizaine de minutes. Écoutez, l'épineux, le foncier agricole, le foncier agricole est miné par le problème en partie, le problème de l'héritage. Mais comme je vous disais tout à l'heure, l'héritage français, c'est qu'on n'a pas eu de politique agricole redéfinie, à savoir qu'il fallait remplacer par exemple la vigne par autre chose, ou voir, etc., pour répondre à nos besoins, orienter notre. Comme tout à l'heure, M. Boudaldine disait qu'il y avait 5 ingénieurs en Algérie, c'est vrai, 5 ingénieurs algériens. Mais il y avait 1200 bonhommes techniciens sur le terrain. Et au départ, avec les écoles régionales, on aurait pu renforcer le nombre de techniciens sur le terrain et redévelopper l'agriculture, disons, régionale avec ses spécificités. Alors là, tout s'en sort parce que les spécificités culturelles, etc., etc. Maintenant, on a fait actuellement, il y a des subventions, les types ils font avec de la pastèque, c'est comme si on en avait besoin. Si ça passait avant le blé, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de cahier de charge, il n'y a rien du tout. Et c'est vrai que comme il disait, il y a cette histoire de naissance d'une saison et puis qu'on voit plus. Et ben bon, pour le problème du foncier, c'est un problème qui est posé pour l'immobilier carrément, même dans les grandes villes. Où les vieux bâtiments, pour un problème de foncier, n'arrivent pas à bouger. Et au nord, c'est encore plus grave parce que en 87, quand il y avait plus on avait soi-disant remis les terres aux propriétaires et on avait partagé les terres des colons en EAI et EAC, c'est-à-dire exploitation agricole commune et individuelle. Alors vous imaginez un type qui en 87 était un ancien ouvrier agricole qui travaillait là-bas depuis l'époque coloniale, qui a 15 ou je sais pas combien de gosses, la moyenne à l'époque elle était de 8 gosses je crois, et qui était près de la retraite, et qui se retrouve avec une EAI ou EAC, et ça fait c'est le partage, c'est le morcellement des terres, et c'est des terres, comme la Mitidja n'a pas été raisonnée, hein, il y a c'est un réseau de drainage qui est commun pour toute la Mitidja, c'est pour ça qu'on voit des marécages qui renaissent, c'est des brise-vents qui ont été raisonnés de la même manière, etc., etc. Vous savez que nous sommes le seul pays qui n'a pas, on a une couverture en station agrométéorologique quasiment nulle, on n'a pas de station d'avertissement agricole, pas de bureau d'études cohérent. Notre ingénieur, quand il finit ses études, il est plus apte à parler de la vigne que du palmier dattier
ou de l'olivier, qui sont des espèces à nous, etc., etc. C'est-à-dire, il y a tout, c'est ça qui, le problème du foncier on a un ensemble de problèmes. Et ça, c'est pas, on n'est pas prêt d'autres pays ont réglé ça avec des tribunaux, disons, assez rapides parce qu'on n'a pas le droit de garder une terre, surtout dans la situation où on est, de garder des terres arables, donc aptes à être cultivées, comme ça. Est-ce qu'il existe encore, Soufiane Ben Agila, est-ce qu'il existe encore des terres qui appartiennent à l'État, si je puis dire, qui relèvent du domaine public? Il y a quelques terres qui appartiennent encore à l'État, mais ça fonctionne pas du tout. J'ai eu l'occasion d'en visiter une il n'y a pas longtemps, c'était avant Ramadan, 6000 hectares, c'est la catastrophe, il faut voir, c'est inimaginable, c'est indescriptible. C'est indescriptible. Parlez-en-nous. La mort est pleine dessus, quoi. Parlez-en-nous, essayez de nous parler de ces 6000 hectares que vous avez vus. Ils sont où? Qu'est-ce qui se passe? Faites-nous un petit tableau. À 40 km d'ici, il y a encore une autre grande ferme aussi à 40 km de la Gouatte. C'est deux fermes des fermes agro-pastorales destinées justement à produire du fourrage en cas d'année de disette. M. Boudadine doit certainement les connaître. Une qui était la plus grande luzernière d'Afrique. Vous vous imaginez, hein, oui. Parce qu'il a parlé tout à l'heure de Luzerne. Oui. Et maintenant, il y a des parties où les bâtiments ils ont été tellement volés qu'on ne trouve plus de bâtiments, on ne trouve que les traces. Non, mais j'aimerais que vous nous parliez de ce domaine de 6000 hectares dont vous dites que c'est une catastrophe, une tragédie. Essayez de nous décrire un peu la situation. Pourquoi c'est une catastrophe? Pourquoi c'est une catastrophe? Parce que vous savez, 6000 hectares, c'est un bout de territoire, hein, quand même. Oui. C'est pas... D'ailleurs, dedans, il y a un village. Et donc, c'est toute une gestion. Et cette gestion, il doit y avoir des hommes en face. Oui. Des hommes et des hommes, c'est-à-dire des professionnels, des vrais professionnels. Il doit y avoir des équipes et ça demande un travail fou. Et ça demande de la compétence. Et on l'a pas. On l'a pas. Et ça appartient à l'État? Ça appartient à l'État? Et ça appartient à l'État, oui, ça appartient à l'État. On n'a pas cette compétence. D'accord. On l'a pas même dans le domaine du privé. C'est pas si vous faites, je peux dire que j'ai passé des milliers et des milliers d'heures sur le terrain. Et ça vous fait mal au corps de voir autant de gens dépenser de l'argent et voir ça que ça parte en l'air comme ça. Vous savez, nos régions, elles ont été touchées par la mise en valeur et cette histoire de vraiment qui ne tient pas debout de mise en valeur des terres du Sud et tout. On ne donne pas de la terre à quelqu'un. Moi, je vous donne une voiture, mais il faut que vous sachiez conduire, il faut que vous ayez une validité. On ne donne pas une terre à un chauffeur de taxi, on lui dit, voilà, tu commences et tu travailles. Il n'a aucune formation, c'est débile. C'est pas possible. Merci, Soufiane Ben Agila. Je reviens à Ben Youssef Badreddine. Il nous reste moins de 5 minutes. Je vais vous demander de nous donner une des solutions que vous avez en tête pour que nous puissions laisser le reste aux prochaines émissions. Une quoi? Comment? Dites-moi. Une solution parmi tant d'autres que vous envisagez pour sortir l'agriculture de l'ornière. Eh bien, justement, la solution idéale que je souhaiterais être réalisée de mon vivant, si Dieu me permet de vivre, elle est consubstantielle à la question que vous voulez poser à M. Bouagila. Comme vous lui avez dit, il y a combien d'hectares qui appartiennent à l'État? Je vous précise juste, M. Benchenouf, qu'une ordonnance du 24 août 62, c'est-à-dire dans le mois qui a suivi l'indépendance algérienne, c'est une ordonnance qui a rendu l'État propriétaire de toutes les terres vacantes laissées par le colon. C'est ainsi que l'Algérie a récupéré pratiquement 2,5 millions d'hectares
qui appartiennent aux colons. Et la gabegie de l'agriculture algérienne a éclos dans des politiques déficientes quant à la propriété de cette terre. On a d'abord proclamé l'autogestion, après la révolution agraire, etc. Sauf qu'ils n'ont pas oublié que l'Algérien est un petit individualiste qui se cache quelque part. L'Algérien ne sait pas trop travailler collectivement. Et moi, ma proposition, si vous voulez, si je pouvais maintenant la graver sur le marbre pour sortir l'Algérie de cette situation, c'est de tout simplement vendre la terre algérienne à des agriculteurs contre espèces sonnantes et trébuchantes. Vous verrez dans tous les pays développés, la terre appartient à des agriculteurs. Pourquoi l'État reste gestionnaire? Parce que le fait de donner l'ordonnance, le truc de concession à l'agriculteur ne se sent jamais propriétaire. Hein. Il dit, mais est-ce qu'il n'y a pas... Mais si demain la terre lui appartient, vous n'avez qu'à voir les performances des agriculteurs privés et les autres gestionnaires et ceux qui dépendent de l'État. Les rendements... Est-ce qu'il n'y a pas... Des agriculteurs, je l'ai appris, ça fait 2 semaines, couple d'agriculteurs qui a réussi à planter le safran à El Khrouba Constantine. Donc l'agriculteur algérien il est vaillant, il est entrepreneur, mais il ne veut pas dépendre de l'État et il ne veut pas travailler pour l'autre. Ben Youssef Badreddine, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, Ben Youssef Badreddine? Est-ce que vous m'entendez? De pays. Visiblement non. Je vous laisse poursuivre. Un florissement de l'agriculture algérienne. Je rêve de vivre ça de mon vivant. Ouais. Ben Youssef Badreddine, est-ce que vous m'entendez? Voilà, je vous entends. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ce que vous souhaitez puisse mal tourner? Ça veut dire que ces terres tombent entre les mains de grosses fortunes, souvent mal acquises. Non. C'est-à-dire qu'on prend l'agriculteur, par exemple, qui a 5 hectares, par exemple, à Sutif. On lui dit, monsieur, jusqu'à maintenant, vous avez eu une concession. Maintenant, on décide de vous la vendre. On va au domaine, on détermine le prix et on lui vend à lui. Vous verrez la transformation. Oui. Il me semble que nous ayons... J'ai vu, oui. Je connais. Oui, poursuivez, il nous reste moins d'1 minute. Ben Youssef Badreddine. Il semble que nous ayons perdu Ben Youssef Badreddine et nous sommes arrivés au terme de l'émission. Donc, je vous donne rendez-vous pour les semaines prochaines. Donc, nous allons essayer de consacrer une série d'émissions sur l'agriculture et nous rappelons que nous invitons le ministère de l'Agriculture, s'il le souhaite, à déléguer des personnes pour répondre à nos invités et pour intervenir lui-même. Merci beaucoup. Salam alaikum Mazoul.